Bienvenue sur Sound Pixel Lab pour ce nouveau format, Pimp My Speaker. Le grand retour de l'optimisation, du tweak, comme on faisait souvent dans les années 90-2000. Oui, mais à la sauce Sound Pixel Lab forcément. L'idée est simple, prendre une enceinte du commerce, l'écouter, la mesurer, l'analyser et voir s'il y a des choses que l'on peut améliorer et surtout que vous puissiez le faire sans avoir besoin de matériel conséquent. Allez, c'est parti, je vous présente la candidate pour ce premier épisode. Il s'agit d'une paire de LTAX Monitor 3. C'est une enceinte 2 voix au format bibliothèque avec un tweeter à dôme de 25 mm et un haut-parleur de grave médium de 130 mm chargé en basse réflexe. L'évent est placé sous l'enceinte et à l'arrière nous avons un bornier double. On les trouve facilement en occasion entre 70 et 120 € au moment où je fais cette vidéo. Et malgré le fait que l'enceinte semble datée du début des années 2000, on la trouve toujours en neuf à 199 €. Pour cette enceinte, on vous propose 4 niveaux d'optimisation, 4 points pimp avec le coût total pour la paire d'enceintes. Libre à vous de choisir où vous voudrez vous arrêter. Les premières choses à faire avant de se lancer dans des modifications, c'est d'écouter l'enceinte dans sa configuration d'origine et de la mesurer. Alors j'ai passé ma playlist de test pour me faire mon avis. Le premier point que je constate, c'est qu'elle sonne assez claire. Ça manque un peu d'assise dans le grave, malgré le fait qu'elle soit placée sur un meuble et proche d'un mur. Alors je n'ai cependant pas ressenti d'agressivité dans l'aigu, ni de fatigue à la longue. Mais il semble y avoir des défauts dans la directivité. Défaut encore plus notable avec une seule enceinte et qu'on se déplace de gauche à droite. Bref, elle n'est pas mauvaise en soi, même plutôt sympathique par son côté précis, mais il faut l'égaliser pour retrouver un petit peu de grave et de bas médium. Il faut aussi rester dans le triangle d'écoute pour ne pas subir les défauts hors axe. Maintenant passons aux mesures, dans la configuration d'origine. Les mesures ont été faites en respectant un protocole proche de ce que l'on trouve dans la recommandation CTA 2034A. Alors, pour ne pas avoir une vidéo trop longue, je vous mets en description le lien vers le sujet du forum où vous trouverez toutes les mesures et tout le protocole en détail. La réponse dans l'axe n'est pas vraiment linéaire avec 3 accidents notables. Un premier pic de plus de 2 décibels vers 900 Hz, un creux de presque moins 4 décibels entre 4 et 10 000 Hz et un beau pic de plus de 4 décibels un peu après 11 kHz. Et on voit bien l'effet de baffle ici accentué en plus par la bosse à 900 Hz. Sur la réponse en puissance en bleu et la fenêtre d'écoute en verte, on retrouve les 3 pics bien marqués à 900, 5000 et 11 000 Hz. Mais aussi des creux bien larges entre ces pics. Les mesures confirment ce que j'ai ressenti lors de la phase d'écoute, le manque de grave, le côté clair et les défauts hors axe. La réponse dans l'axe chaotique est quelque chose d'assez classique sur des bibliothèques de cette gamme de prix. Une enceinte étant une somme de compromis, pour arriver à un prix de vente inférieur à 200 €, il y a forcément des choix faits par le fabricant, des économies d'échelle, la qualité des éléments, etc. Pour le manque de compensation de l'effet de baffle, je vois 2 possibilités. J'imagine que ça permet déjà d'afficher une sensibilité plus forte sur la fiche technique. Et comme il s'agit d'enceintes bibliothèques prévues généralement pour être placées proche d'un mur, le room gain va naturellement rehausser le niveau de grave et de bas médium. Sauf que là, ce n'est pas suffisant, il y a encore un mock dans le bas médium. Comme on a un bornier double à l'arrière, on va pouvoir analyser un peu plus en détail l'enceinte en mesurant le haut-parleur seul avec leur filtre d'origine. On voit très bien le pic de fractionnement du grave médium à un peu plus de 5000 Hz. Fractionnement que l'on retrouve d'ailleurs sur la réponse en fréquence globale. Mais c'est après qu'il y a un effet notable avec ce creux entre 5500 et 8000 Hz. La réponse globale passe sous la réponse de l'aigu alors qu'avec une bonne sommation on devra avoir les 2 réponses parfaitement superposées à cet endroit. Et sur le reverse phase on a toujours l'accident, mais inversé ce coup-ci. On a un bel exemple de haut-parleurs qui n'ont pas un suivi de phase optimal. Et là, c'est clairement le fractionnement du grave médium le coupable. Les haut-parleurs ne sont que filtrés. Il n'y a pas de correction pour améliorer la linéarité. Mais encore une fois, il s'agit d'une enceinte d'entrée de gamme. Donc forcément, il y aura des économies d'échelle et des choix.
Une précision avant de rentrer dans le vif du sujet. Les deux premières modifications ne vont pas foncièrement modifier le caractère de l'enceinte. On va améliorer un peu ce qui existe et corriger un aspect technique. Si vous aimez la sonorité de l'enceinte, on vous conseille de ne pas dépasser le point PIMP numéro 2. À partir du point numéro 3, on va commencer à changer l'équilibre tonal de l'enceinte. On va garder certaines caractéristiques d'origine, mais ce ne sera plus la même enceinte. Maintenant que vous êtes averti, on peut se lancer. Point PIMP numéro 1. Le premier point que l'on peut analyser et peut-être améliorer, ce sont les résonances internes. D'origine, vous le voyez ici, il y a deux morceaux de fibres de polyester collés sur les parois latérales. On peut aussi noter que les embouchures des vents sont toutes les deux évasées. Deux premières mesures, l'impédance du grave médium à l'air libre et dans l'enceinte. En comparant les deux impédances, on voit où se trouvent les petites résonances de caisse. Pour cette enceinte, les résonances ne sont pas vraiment marquées, donc pas réellement problématiques. On peut conserver l'amortissant d'origine et simplement compléter avec de la métisse par exemple, en prenant garde de ne pas gêner le haut-parleur, les vents et le bornier. Ou vous pouvez aussi complètement remplacer l'amortissant d'origine. Même si c'est minime comme action, on constate une petite amélioration sur l'impédance du grave médium. On pourrait dire que c'est plus un traitement psychologique que technique à ce niveau. Si vous vous arrêtez sur ce premier point PIMP, et même pour ceux qui suivent, profitez-en pour contrôler le serrage des haut-parleurs et que les vents ne se décollent pas. Une petite astuce, quand vous avez des vis directement vissées dans du MDF. Mettre un peu de superglue liquide dans le trou de la vis. Ça permet de figer le filetage fait par la vis dans le bois et ça limitera l'arrachement. Pour ce premier point PIMP, plutôt mécanique, vous ne dépenserez pas énormément, surtout si vous avez déjà l'amortissant, la colle et éventuellement du joint fin. On va dire entre 2 et 5 € maximum. Point PIMP numéro 2. Pour aller plus loin, il faut mesurer les haut-parleurs individuellement et sans filtre. Et pour contrôler que l'on part sur une bonne base, on refait le filtre d'origine dans V2X-CAD avec nos mesures. Alors de ce que j'ai pu trouver, il semble y avoir deux filtres pour ces enceintes. Celui que j'ai est visiblement le plus récent et a priori le plus répandu. Donc vérifiez bien qu'il s'agit du même filtre avant de faire les modifications. J'ai contrôlé chaque composant avec un LCR mètre et surtout pour avoir les valeurs des inductances. Pour les inductances en série sur le grave médium, j'ai relevé 0,91 et 1,02 mH, soit une valeur normalisée à 1 mH très probablement, mais avec une belle tolérance de plus ou moins 10%. Pour la simulation du filtre, j'ai à chaque fois regardé s'il y avait des différences notables entre les deux valeurs. Le filtre d'origine est donc assez simple. Sur l'aigu, une résistance en série pour baisser le niveau et un filtre passe-haut du second ordre électrique. Sur le grave, un filtre passe-bas du second ordre électrique. Si on compare la simulation en bleu avec les mesures en rouge, on a quelque chose de vraiment très proche. Dans l'axe, le grave et l'aigu seul, et le reverse phase. L'accident après 5000 Hz est directement lié au fractionnement du grave médium. Il faudrait réussir à le calmer. Une solution qui fonctionne particulièrement bien pour notre cas, c'est de mettre un condensateur en parallèle de l'inductance du grave médium. Regardez l'effet sur la réponse en fréquence, et hop! Ici, j'ai choisi un condensateur de 0,82 microfarad parce que je l'avais en stock. Mais avec la tolérance de l'inductance, une valeur de 0,68 microfarad ira très bien également. Si on regarde le reste des courbes, on améliore la réponse hors axe, donc la fenêtre d'écoute, mais aussi le suivi de phase en supprimant la rotation responsable de l'annulation à 6000 Hz. Et l'impédance n'est que très peu impactée. À la mesure, on a quelque chose de très similaire. Mais là où c'est particulièrement visible, c'est sur le reverse phase. Avec le filtre d'origine, la réponse globale ne suivait pas la courbe de l'aigu. Quand je passe sur le filtre modifié, on a une superposition presque parfaite. Pour ce second point PIMP, deux condensateurs de 0,68 ou 0,82 microfarad,
soit environ 5 € pour les deux enceintes, ce qui monte le total à moins de 10 € en incluant le premier point pimp. Point pimp numéro 3. Petit rappel, à partir de maintenant, les modifications vont vraiment impacter le rendu sonore de l'enceinte. L'équilibre tonal sera différent. On continue? Bien. On va maintenant s'intéresser au pic à 900 Hz et le raboter. Pour ça, on a déjà vu comment faire avec une cellule RLC série en parallèle du haut-parleur. 5,6 ohms, 1,5 mH 0,35 ohms et 22 microfarads. On regarde bien les courbes. Allez, je vous le refais un coup. On améliore à peu près tout, sauf la rotation de phase et l'aigu qui est peut-être un peu fort. En rajoutant 10 microfarads en parallèle du 5,6 présent sur le filtre du grave médium, la rotation de phase se décale vers l'aigu. Quand on regarde la réponse en puissance et la fenêtre d'écoute, on comble un peu la zone autour des 2000 Hz et on réduit le début de la bosse vers 4000. Un petit contrôle à la mesure, et on est bon. La cellule RLC pourra être directement fixée dans l'enceinte puisqu'elle est finalement accablée en parallèle du haut-parleur. À ce niveau, on a bien linéarisé la réponse en fréquence en améliorant le hors-axe et la mise en phase des haut-parleurs. Si vous souhaitez vous arrêter là, il faudra peut-être réduire un peu le niveau d'aigu en augmentant la valeur de sa résistance d'atténuation de 3,3 à 3,9 ou 4,7 ohms suivant votre goût. Pour ce point pimp numéro 3, la cellule RLC, le condensateur, le changement de résistance d'atténuation et les deux précédents points pimp, faut monter la note à 25 € environ pour les deux enceintes. Jusque-là, les modifications sont assez simples à faire et l'investissement limité, d'autant plus si on possède déjà les enceintes. Sur le circuit d'origine, on ne fait que remplacer une résistance et on ajoute deux condensateurs. Point pimp numéro 4. On arrive à l'ultime amélioration où l'on va apporter encore plus de modifications sur le filtre d'origine. Alors on peut se demander pourquoi ne pas refaire le filtre à ce niveau. Eh bien, après plusieurs simulations, la topologie de filtre choisie par LTAX est plutôt un bon choix. La configuration de l'enceinte, le choix des haut-parleurs et la forme de caisse font qu'un filtrage avec, par exemple, des pentes plus fortes n'est pas une bonne idée. On dégrade fortement les réponses hors axe. On peut alors conserver la topologie existante, en particulier les inductances du filtre, qui sont les composants les plus onéreux. Précisons d'ailleurs qu'on ne gagnerait rien à les changer. Pour cette dernière modification, on va linéariser l'aigu et améliorer encore un peu le hors-axe. En premier, on va s'intéresser au pic à 11 kHz, avec encore une fois une cellule RLC et ce coup-ci sur le tweeter. 4,7 ohms, 0,27 mH 0,67 ohms et 0,68 microfarads. Plutôt efficace. Mais si on regarde au niveau du hors-axe, on a toujours un creux un peu après 2000 Hz. Ou plutôt un creux à 2000 Hz et une bosse à 5000. Mais là, on arrive aux limites de ce qu'il est possible de faire avec l'enceinte d'origine. On a une diffraction assez contrôlée entre 3 et 4000 Hz et un accident sur la réponse du tweeter entre 2 et 3000 Hz. Ce que l'on peut faire, c'est tenter de combler le creux entre 2 et 3000 Hz en faisant monter un peu plus le grave médium et donc descendre un peu moins l'aigu. Pour cette étape, je vais regarder principalement la fenêtre d'écoute, la courbe verte dans V2Xcad, plutôt que la réponse dans l'axe. Avec le RLC seul, on a bien l'effet sur l'aigu. La fenêtre d'écoute est encore un peu accidentée. Mais en passant avec cette dernière version, on arrive à quelque chose de vraiment pas mal quand on regarde la fenêtre d'écoute. Sur l'aigu, le condensateur passe à 3,9 microfarads en conservant la résistance de 3,3 ohms d'origine. Sur le grave médium, le condensateur passe à 10 microfarads et sa résistance de pied à 1,2 ohms. Et si on passe à la mesure de ce filtre, on retrouve bien ce que l'on a simulé. Et en prime, on a un très beau reverse phase. Pour cette modification ultime, le point pimp numéro 4, le filtre complet et toutes les précédentes modifications reviennent à environ 27 € par enceinte, soit en gros 55 € pour la paire. Alors, est-ce que ces modifications sont rentables? Sur le plan technique, oui, clairement. D'autant plus si vous avez déjà les enceintes. On gagne en équilibre tonal.
on a moins de soucis Aurax, le bas du spectre est plus présent et le médium plus propre. On perd cependant un peu de sensibilité globale, mais c'est une enceinte qui est prévue pour une écoute de proximité. Les haut-parleurs d'origine ne peuvent de toute manière pas donner énormément de niveau SPL. Donc, est-ce vraiment un problème vis-à-vis du gain sur tous les autres points? Techniquement, l'enceinte est plus aboutie, mais ce n'est plus vraiment une LTAX Monitor 3. Voilà pour ce premier épisode de Pimp My Speaker. Nous espérons que ça vous aura plu et que vous n'hésiterez pas à vous lancer dans cette modification. Si ce format vous plaît, dites-le nous en commentaire ou sur le forum. Et si jamais vous avez une paire d'enceintes très répandue que vous aimeriez modifier, n'hésitez pas à nous contacter, ça pourrait être le sujet d'un nouvel épisode. À bientôt!